Les récents événements nous ont replongés dans des moments très sombres de notre histoire. La montée en puissance des discours politiques clivants et les actes de violence de ces derniers mois nous interrogent sur la réalisation de ce vivre ensemble si essentiel à la paix civile. Comment en sommes-nous arrivés à de tels extrêmes et pouvons-nous réellement construire ce vivre ensemble? Bonsoir et bienvenue dans Ça vous parle. Obtenus grâce à des efforts de dialogue et de compromis, les accords de Matignon-Oudinot ont acté le début d'un travail de rééquilibrage et de développement du pays. 10 ans plus tard, afin de préserver cette paix encore fragile, l'accord de Nouméa a amorcé 20 années de construction d'un destin commun. Ces dernières semaines de grande violence dans Nouméa et son agglomération expriment-elles l'échec du vivre ensemble? Comment l'expliquer? Les stratégies mises en place ces dernières décennies pour favoriser ce destin commun étaient-elles adaptées? Et quelles solutions s'offrent à nous aujourd'hui pour avancer ensemble? Pour en parler, je reçois ce soir Julie Tidjine. Vous êtes ingénieure en médiation interculturelle. Nous verrons ensemble ce que ça veut dire. Pour vous, ce qui arrive aujourd'hui n'est pas une surprise et relève de la responsabilité collective. Vous nous partagerez votre analyse et les pistes qui, selon vous, permettraient de recréer du lien. À vos côtés, Frédéric Lévy, vous êtes géologue, formateur en permaculture et agroforesterie et vous êtes membre de Dialogue, une association qui favorise la rencontre et les échanges entre les cultures. Vous nous partagerez votre démarche et votre vision du vivre ensemble. Bonsoir et merci à tous les deux d'être avec nous. Dès le 13 mai, des violences sont éclatées à Nouméa et Grand Nouméa principalement. Pourquoi la capitale selon vous? Est-ce là que les clivages sont le plus criants? Oui, je dirais oui, la capitale, oui. On a tendance à la surnommer depuis que je suis à l'école, Nouméa la Blanche. Mais je ne pense pas que ce soit propre à la Nouvelle-Calédonie. La vie en cité ou en milieu urbain, comme en France après les grandes phases d'immigration, entraîne forcément un genre de déracinement qui crée des malaises et où chacun doit composer avec sa culture, ses racines, plus la modernité, entre guillemets, auquel il faut s'adapter. À laquelle il faut s'adapter. Pardon. Oui, je rejoins Fred. Ça fait quelques années déjà qu'on sent que ça c'est en train de monter. Et moi, je fais peut-être partie de la dernière génération qui a vécu avec les portes ouvertes des maisons et les voitures avec la fenêtre baissée. Et j'ai vu en fait ce changement arriver autour de moi en me disant on va dans le mur. Et en effet, à Nouméa, c'est là qu'on avait le plus de vols déjà. On avait déjà des éléments qui nous montraient que ça n'allait pas. Et donc voilà, Nouméa, automatiquement, c'est là où il y a le plus d'inégalités, où on le voit ici avec les quartiers. Affrontement entre militants et forces de l'ordre, 9 personnes décédées, des commerces et des maisons saccagées et brûlées. Plus que jamais, le destin commun est en péril. Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies pendant les événements récents. On souhaite le destin commun, que tout le monde se comprenne, qu'ils reprennent leur calme et puis que tout rentre dans l'ordre, quoi. Hein. Il faut qu'il y ait la paix entre nous parce que là, c'est vraiment de n'importe quoi ce qu'on fait. En tant que jeune, ça me fait mal de voir ce qui se passe à Nouméa. Et c'est pas le but. C'est pas le but. Peut-être on défend quelque chose, mais c'est pas le but de casser partout. Mon père, au final, est sorti et on s'est retrouvés tous les deux sur le trottoir à regarder la maison partir, quoi. Voilà, c'est des choses horribles. Mais oui, il y avait des jeunes avec qui j'étais à l'école, avec qui j'étais au collège. Voilà, c'est dur de dire qu'il y a eu un destin commun à un moment. J'ai partagé des cours de récréation avec eux, des cours de classe, des repas à la cantine. Et tu te dis, ces gens-là, ils viennent chez toi un soir et ils viennent te bouler. C'était un groupe de classe de base qu'on avait fait pour s'envoyer tout ce qui est devoirs, tout ça, avoir un lien entre nous, quoi. Et au final, avec la situation, on s'est un peu plus rapprochés, on a devenu un peu plus solidaires entre nous, on prenait des nouvelles des gens de notre classe, alors que pas forcément, des fois on se regardait, on se disait juste bonjour, puis après on se revoyait le lendemain, quoi. Même s'il y a un accord politique, moi j'y crois pas en fait.
Dans le sens où quand tu vois comment d'un coup tout peut péter après 30 ans, on a eu tout un tas d'accords et tout ça, qu'on était dans le destin commun et tout ça, et que du coup d'un coup tu vois qu'en fait tout ça a été jeté à la poubelle. Et il y a du racisme dans tous les côtés, tu vois. Moi j'ai pas forcément envie de vivre dans un pays qui est comme ça, quoi. J'y crois plus du tout en fait. On le perçoit, il y a une vraie sidération face à la violence. Beaucoup s'interrogent sur l'avenir. Le vivre ensemble est remis en question. Est-ce qu'il est rompu, selon vous ? Rompu, c'est-à-dire penser que c'est un échec. Il faut justement, avec dialogue, on essaye de lutter contre les préjugés. Et ça fait partie justement des préjugés, c'est-à-dire prendre conscience que ce sont des minorités, dans les deux cas. D'un côté, que ce soit, là on va parler politique, mais pour mettre des mots, que ce soit d'un côté des indépendantistes ou des loyalistes, on a dans tous les cas, même en France ou les nazis, on a des minorités radicales et racistes, dangereuses, nuisibles. Donc pour moi, ça ne représente pas la majorité des gens. Par contre, effectivement, on est tous sous l'émotion. Oui. On l'entend dans les réactions, hein, Voilà. On a l'impression que c'est plus possible de vivre ensemble. Et ça, Donc, on a l'impression que le vivre ensemble est souvent d'ailleurs une expérience qui est ramenée à l'école, comme si après l'école, on vivait les uns à côté des autres et pas vraiment ensemble. Est-ce que c'est le cas selon vous ? Alors moi, je dirais que ça l'est dans certains cas. Et là, par exemple, quand on va aux études, qu'on se rapproche avec des personnes qu'on ne connaissait pas, ça m'est arrivé et ça arrive à tous les étudiants qui vont en France ou au Canada. Mais j'ai envie de dire aussi qu'il ne faut pas minoriser la souffrance qui s'est produite et on va dire les victimes de ces exactions. Mais il faut aussi voir le beau qui a émergé dans cette situation. Et quand on parle de vivre ensemble, il y a eu des élans de solidarité qu'on voyait déjà avant, mais plus quand ça touchait des enfants qui étaient malades, par exemple, où on avait besoin de donner des cadeaux de Noël à des enfants dans le besoin. Là, on a vraiment vu cet élan de solidarité. Et on ne peut pas avoir d'élan de solidarité s'il n'y a pas un minimum de construction de vivre ensemble avant. Donc moi, j'y crois encore. Je crois qu'il est encore là et les gens nous le montrent tous les jours. Et en effet, il ne faut pas se dire qu'une minorité qui fait des exactions, c'est la généralité. Je voudrais qu'on revienne sur le témoignage du jeune étudiant que l'on vient d'entendre. Il dit que la situation l'a rapproché justement de ses camarades de classe qui sont devenus plus solidaires les uns des autres, alors qu'avant c'était juste un bonjour. L'école, qui est censée être un lieu de vivre ensemble, le permet-elle vraiment ? Je dirais que ça dépend aussi beaucoup de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Moi, je suis papa et effectivement, c'est toujours dans la bienveillance. Si après, on s'en fiche, quoi. Mais je veux dire, moi, j'ai 40 ans passés et j'ai pas arrêté de m'inquiéter pour ceux qui me sont proches ou ceux qui me sont chers, ou même des fois des gens pas forcément avec qui j'ai des liens. Mais parce que c'est le moment, j'ai tendance à dire que c'est dans les moments difficiles que l'humain redevient humain. Et ça se voit aujourd'hui, quoi. Voilà. Julie, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je pense que l'école peut jouer ce rôle-là. Mais il faut vraiment que le cadre, on va dire, soit respecté. Et en particulier, que les professionnels restent dans leur rôle de professionnels, c'est-à-dire de neutralité et d'accompagnement, en fait. Et en même temps, il y a des moments où on ne peut pas leur demander d'aller au-delà de ce qu'ils peuvent en termes de ressources. Et c'est là qu'il faut les accompagner pour ça. Mais il y a des moments, en fait, où on va avoir, moi je l'ai déjà eu en classe, un enfant qui va me sortir un truc qui est très, très... qui est raciste, des propos racistes. On sait très bien que ce n'est pas contre nous. On sait aussi que ça ne vient pas de sa bouche, de son esprit. Donc comment on fait pour expliquer aux autres et en même temps lui expliquer à lui que ce qui se dit, ce n'est pas forcément quelque chose qui se dit. Et pour ça, il faut avoir les ressources déjà et pas se dire « Ok, ma conviction politique, elle est là. Oui. » Donc, il faut réussir à garder un cadre et une maîtrise de soi qui n'est pas facile tous les jours. Le régiment du service militaire adapté, le RSMA,
est très populaire auprès de la jeunesse océanienne. Pourquoi semble-t-il mieux fonctionner que le système scolaire ? Je dirais que c'est une histoire de code. Donc ça, c'est Joy, justement, qui est la fondatrice de l'association Dialogue, qui aime cette image de code, de lunettes, entre guillemets, qui peut changer notre prisme. Effectivement, on se rend compte que le RSMA correspond plus au mode de vie océanien, communautaire, avec lesquels on est tous ensemble dans la même galère, entre guillemets, c'est pas péjoratif, par rapport à l'école qui est beaucoup plus individualiste, où on est dans la performance personnelle. Et du coup, on a deux modes qui sont bien différents et qui ne correspondent pas forcément à tout le monde. Voilà. Donc le RSMA plus proche de nos vies communautaires. Donc mieux comprendre en fait l'influence des cultures dans nos comportements, c'est ça, c'est l'un des principes que vous défendez justement avec votre association. C'est ça l'interculturalité ? Même si on n'est pas des spécialistes des cultures, de la culture de chacun, l'important c'est de trouver les points communs qui unissent toutes les cultures. Voilà. Le fait d'avoir voyagé dans le monde, on se rend compte que mais en fait la coutume, elle existe partout, en fait. C'est ça, mais déclinée sous plein d'autres. Voilà, c'est ça. Donc, ce sont les points communs, en fait, qui rassemblent. C'est ça, Julie, vous vouliez C'est de ajouter ? faire du lien. C'est vraiment l'objectif de l'interculturalité. Ça rapproche des maths, là, avec inter. Quand il y a inter, ça veut dire qu'il y a croisement. Et qu'est-ce qu'il y a à ce croisement-là ? Et c'est vraiment ce qui est important. C'est pas d'avoir, comme Fred le dit, de ne pas avoir une connaissance profonde forcément de chaque culture, mais c'est de savoir sur quoi on s'appuie pour qu'on construise quelque chose de commun et qui respecte en fait les individualités. C'est pas l'objectif d'effacer les individualités. Et pour rebondir sur le RSMA, moi, j'ai beaucoup aimé le témoignage du monsieur de la station Shell qui parle en nous. Il s'inclut en fait, et c'est en ça que je parle de responsabilité collective, c'est que lui n'était peut-être pas sur les barrages ou pas dans les exactions ou pas, mais il s'inclut quand même dans cette responsabilité en se disant, là ce qui arrive, c'est nous qui le faisons, c'est nous en tant que parents, c'est nous en tant que famille, et c'est ce qu'on retrouve dans les RSMA. Il n'y en a pas un qui a fait une bêtise, c'est le collectif qui a fait la bêtise. Alors Julie, vous avez étudié les sciences du langage. La langue, c'est le reflet d'une culture. En Calédonie, on sait il y a une 40aine de langues qui sont parlées. C'est donc autant de visions du monde différentes. Est-ce que c'est un défi pour se comprendre, justement ? C'est un défi et en même temps, c'est d'une richesse absolue et vraiment... c'est en ça que je dis qu'il ne faut pas effacer les individualités parce que cette vision du monde qui est très différente et même dans la culture kanak, on dit la culture kanak, mais en réalité, il y a des cultures kanak et autant de cultures qu'il y a de langues parce que chaque langue va représenter une réalité différente, une manière de concevoir le monde différemment. Et je trouve ça dommage en fait qu'on ait un système qui regroupe tout le monde sur le même schéma de pensée et ce qui pose problème automatiquement parce qu'on laisse sur le bord de la route ce qu'on appelle des personnes qui se sentent marginalisées. Là, on voit qu'il y a peut-être un peu trop de personnes qui se sentent marginalisées et qu'il faut réouvrir les marges ou recalculer les marges ou je ne sais pas, mais... C'est justement le déni de cette interculturalité qui nous a conduit à ce qu'on vit aujourd'hui ? Moi, je pense que oui. Oui, avec Dialogue, justement, on parle de différence entre l'interculturalité et le multiculturalisme. Et effectivement, on le voit, le multiculturalisme, on met en évidence les cultures de chacun, mais de façon inconsciente, on met en évidence nos différences. Alors que l'interculturalité, c'est justement le fait de, OK, on est tous différents, je te reconnais en étant différent par ta culture, par d'où tu viens, mais on a des points communs. Et je dirais aussi, ça passe beaucoup par un travail individuel. Moi, j'ai la chance d'avoir fait ce travail et je sais d'où je viens, je connais ma culture et j'ai pas peur de la culture des autres parce qu'elle va pas me contaminer. J'ai pas peur de devenir un autre. Voilà. Plus généralement, quelle dérive, justement, ce manque d'interculturalité peut entraîner ? La première dérive, c'est la radicalisation, en fait.
On ne me reconnaît pas dans mon identité, dans ma culture, et de tout bord. Hein. Je ne parle pas d'une culture en particulier. Donc, comme on ne me reconnaît pas ces spécificités, eh ben, je vais les mettre en exergue et je vais tout faire pour les montrer. Donc, je dirais que c'est le plus important risque, on va dire. Et on a l'effet inverse, où une communauté peut se renfermer sur elle-même parce que, justement, n'ayant pas le pouvoir de la montrer ou l'espace pour les montrer. On voit ici, on a des exemples. Oui. Frédéric, le pays s'est-il enfermé, selon vous, justement, dans des dérives identitaires ? Je dirais que ça date pas d'hier. Ouais, je sais que c'est pas vraiment l'espace, mais je dirais que la politique utilise beaucoup ces barrières pour nous maintenir d'un côté ou de l'autre. On le voit beaucoup chez nous, hein. Soit tu es avec, soit tu es contre. Oui. Voilà, il n'y a pas de place pour le vrai dialogue, les vrais échanges, où on pourrait ne pas être d'accord tout en continuant à s'aimer et à s'apprécier. Donc le défi, c'est vraiment de trouver ce qui nous rassemble plutôt que de mettre en avant nos... Et puis, à mon avis, on a un proverbe qui s'appelle « terre de parole », mais chez nous, on ne dialogue pas. On cherche à imposer la parole. Et si tu n'es pas d'accord, tu es rejeté. Alors que, justement, il faudrait que ça commence à la maison. On le voit bien dans les foyers où le patriarche, il a la vérité et tous les autres doivent accepter cette vérité sans discuter. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, il y a un travail aussi à faire sur donner la parole à nos enfants, accepter qu'ils ne soient pas d'accord avec nous, qu'ils aient une autre vision des choses parce qu'on est tous différents. D'un point de vue individuel, déjà. Comment on fait pour mieux inclure, justement, Julie, les différentes cultures qui cohabitent dans le pays ? Déjà, je pense que tout se base sur le dialogue. On ne peut pas imaginer des projets dans lesquels on va rassembler les gens et dans lesquels il n'y a pas eu de parole, où il n'y a pas eu de consultation même avant, ou qu'il y a... Je vais y venir quand même, mais la question de la démocratie, on a quand même la démocratie comme elle se fait dans les urnes actuellement, où on a la majorité, on va dire, qui va obtenir ce pourquoi elle a voté, et l'autre, qui est comme ça, qui va devoir juste appliquer ce que la majorité a décidé. Et en fait, on peut garder la démocratie, qui est en réalité le pouvoir du peuple, mais on peut la transformer, et il y a plein d'initiatives, la démocratie participative, par exemple, où on a en fait plus de temps avant la prise de décision finale, où là, l'objectif, c'est d'aller consulter vraiment et de voir un petit peu qu'est-ce qui se dit par-ci, par-là, chez les femmes, chez les enfants, chez les jeunes, et puis d'avoir cette diversité-là de réflexion avant de proposer un projet ou avant de prendre des décisions. Frédéric, votre association s'appelle justement Dialogue. C'est la clé, justement. Créer des espaces de dialogue, des lieux de rencontre, des échanges. C'est ce qui a manqué jusqu'à présent, selon vous ? Je dirais que c'est ce qui manque aux gens. Surtout d'être capable d'échanger. Donc dialogue, quand on dit dialogue, c'est dans les deux sens. C'est un ping-pong. Quand on dit parole, c'est parole. C'est unilatéral. Tu peux dire une parole sans avoir besoin d'une réponse. Écoutez. Mais le dialogue implique l'écoute. Et des fois, les gens, ils n'ont pas besoin qu'on réponde, ils ont juste besoin qu'on écoute et qu'on les aide à trouver le pourquoi. Et c'est important aussi, c'est de faire la différence entre ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Dans les dialogues, dans les échanges, ce qu'on pense, c'est animé par nos émotions, notre vécu et tout ça, alors que ce qu'on ressent, c'est plus profond. Et c'est là qu'il faut aller chercher pour justement trouver les clés pour avancer. Alors comment ça se passe justement concrètement, ces échanges au sein de l'association ? On commence toujours d'abord par se réunir, mais on pose d'abord les règles. Les règles du débat. Souvent, elles se ressemblent. On est dans la bienveillance, l'écoute, le droit à l'erreur, le droit de ne pas être d'accord. On essaye aussi d'y glisser l'humour, même des fois quand les sujets sont difficiles. Voilà, oui, je trouve que
On peut rire de tout. On voit des photos de vous voilà. au sein de Il faut l'association. apprendre, voilà. Il faut apprendre à rire de tout. Et puis, soit on fait un peu à la chaise musicale. Voilà. Il y a des thématiques toutes les semaines. Et on fait un peu à la chaise musicale de ceux qui veulent prendre la parole. Beaucoup écoutent. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin juste de savoir, d'avoir des réponses. Et donc là, ici, et il y en a d'autres qui, à l'inverse, répondent, mais toujours avec ce qu'ils ont en eux. Il n'y a pas de vérité générale. C'est ça. Chacun a son Chacun, point de vue et ça. il est écouté. Julie, c'est aussi ce que vous mettez en place actuellement ? Alors, l'objectif de la médiation interculturelle, c'est vraiment la médiation, elle est hyper importante dans le sens où il y a la question de la neutralité et du non-jugement, en fait. Donc ça, c'est hyper important dans la démarche, c'est que les personnes arrivent comme elles sont et elles savent qu'elles vont être écoutées et pas jugées. Et à partir de là, en fait, on fait tomber déjà des barrières de se dire « Ok, je suis en sécurité ». Oui. Et donc, en effet, le cadre qui est mis en place pour toute médiation ou pour tout débat ou autre permet normalement cette confiance et ensuite qui va permettre en fait aux personnes de se dire « Ok, ce que je vais dire là, c'est ce que je pense, c'est pas, je te connais pas toi en face, c'est pas contre toi, mais c'est ce que j'ai dans ma tête depuis tout petit et il faut que ça sorte en fait à un moment donné. » Et nous, moi, mon rôle, c'est de permettre ces espaces-là sécurisants pour que ça sorte et ensuite qu'on voit comment on construit derrière. Frédéric, vous êtes formateur dans la permaculture et l'agroforesterie. Vous avez également mené des chantiers d'insertion dans le pays auprès de jeunes et moins jeunes. Dans les cultures océaniennes, le rapport à la terre, à la nature est important. Est-ce que c'est un moyen justement de rassembler ? Est-ce que ça peut être un code commun justement dont on parlait ? Je pense que j'ai tendance à le dire, ce qui unit tous les hommes de la terre, c'est la terre justement. Voilà, hein, parce que le seul point commun qu'on a tous, c'est la nourriture qu'on a dans notre assiette. Donc, le fait de retourner à la terre, mais surtout en groupe. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins. Quand j'étais petit à la tribu, quand quelque chose se faisait, c'était tous ensemble, de façon communautaire, le clan, la famille. Aujourd'hui, tout ça, ça s'est détaché petit à petit, où chacun prend son côté individuel, alors qu'en vrai, il y a une interdépendance entre tous les êtres, que ce soit même les plantes, ça c'est plutôt dans mes formations justement, où j'explique l'interdépendance. Mais nous, on oublie qu'on est aussi interdépendants avec tout ça, que ce soit la faune, la flore, et surtout entre nous, les humains, quoi. Celui qui pense qu'il peut faire tout seul, il se trompe. Donc, quels sont les... Je pose la question à chacun d'entre vous. Quelles sont justement les valeurs et les codes communs qui sont ressortis de ces échanges-là ? Donc là, vous parliez, de la communauté. Oui, l'effort. Je pense que l'effort, c'est quelque chose qui réunit. Oui. On a du mal, quand on est en groupe, on a du mal à voir les autres travailler et ne pas fournir l'effort, même si ça arrive. Hein. Ouais. Il y a toujours dans des groupes... il y a moyen. Voilà, dans des groupes, il y a toujours... c'est comme tout. Et ça aussi, c'est important, c'est de comprendre que dans un groupe, il n'y aura jamais l'unanimité. Mais il faut apprendre à faire avec tous. Et pour moi, c'est vraiment l'effort et la satisfaction de la réussite. Quand on arrive au bout, peu importe qu'on se connaisse ou pas, quand on arrive au bout, on est tous fiers de nous. Et ça peut unir des fois pour toute la vie. Donc ça, c'est des codes qu'on peut intégrer à l'école, dans le milieu professionnel, dans la justice. C'est une solution qui permettrait justement de déconstruire cette peur de l'autre dont on parlait tout à l'heure. Julie ? Moi, je pense qu'il y a un moment donné, il faut admettre que les solutions qui ont été proposées jusque-là n'ont pas fonctionné. On n'arrive pas à un tel degré de violence et de déchaînement de haine si ça a fonctionné. Oui. Donc, à un moment donné, il va falloir se poser et réfléchir à justement ces solutions qu'on peut apporter, regarder en fait les dispositifs qui fonctionnent, pourquoi ils fonctionnent,
et essayer de voir à l'échelle du contrat social, on va dire, de ce qu'on veut construire derrière, qu'est-ce qui pourrait être amené à être modifié. Sauf que ça nécessite de revenir à l'humain. Et revenir à l'humain, c'est pas quelque chose de politique. Et en tout cas, de ce que je pense, il faut analyser les outils qui ont fonctionné et il faut analyser aussi les outils qui n'ont pas fonctionné et voir en fait à quel moment est-ce qu'il y a tout à changer ou est-ce qu'on peut reprendre certains outils et les modifier, intégrer, on va dire, une démarche d'interculturalité. On arrive au terme de cette émission. Pour conclure, Julie et Frédéric, la construction d'un vrai vivre ensemble, il y a encore un peu de route ? Peut-être que justement tout ça va accélérer les choses. Des fois, on est surpris des résultats de l'actualité, du présent. J'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas oublier que l'ouverture d'esprit, c'est pas une maladie. Ça fait pas mal. Et on peut conserver qui on est, notre culture, notre identité, nos convictions, tout en acceptant ceux des autres. On n'est pas obligé de vouloir convaincre à chaque fois, quoi. Merci. Voilà. Julie, le mot de la fin ? On a encore beaucoup de route, mais je suis confiante et en effet, ça va bien se passer. On va réussir ensemble à avancer. Merci beaucoup. Alors vous proposerez sûrement prochainement des rendez-vous d'information, des formations aussi. On retrouvera donc toutes ces infos sur votre page Facebook Association Dialogue. Dialogue NC. Et Julie, votre page Facebook ? Sur le site internet Confiance NC ou sur mon LinkedIn Julie Tidjine. D'accord. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis à la maison. N'oubliez pas que vous pouvez revoir cette émission et toutes nos émissions sur notre site internet. Je vous dis à la semaine prochaine. Faites attention à vous et très bonne soirée sur Calédonia.